Les lettres commerciales ont toutes la même structure. Et c'est une structure qu'on va utiliser dans toutes sortes de lettres, tout le temps. Que ce soit pour une lettre de postulation, une lettre de réclamation, une résiliation de contrat ou toute la correspondance professionnelle entre l'entreprise et ses fournisseurs ou entre l'entreprise et ses clients. Alors, on a d'abord tout en haut la partie jaune, la zone des adresses. Ensuite, au milieu, la partie verte, ce sera la zone du contenu. Et enfin, tout en bas, la zone des annexes. Et on aura donc, comme je l'ai dit, toujours la même structure. Quand on envoie un courrier, il y a toujours deux adresses. On aura d'un côté, en haut à gauche, l'adresse de l'expéditeur et à droite, l'adresse du destinataire. L'expéditeur, c'est celui qui envoie le courrier, l'entreprise ou la personne qui envoie le courrier. Le destinataire, c'est l'entreprise ou la personne qui va recevoir le courrier. Si je travaille à l'EMS Les Papillons et que je dois envoyer un courrier au CEMEF, je vais mettre en haut à gauche l'adresse de l'EMS et à droite l'adresse du CEMEF. J'ai donc mes deux adresses sur ce courrier et regardez l'alignement. Les adresses s'alignent soit à la deuxième ligne de l'expéditeur avec la première ligne du destinataire, soit plus bas, comme ça, soit encore plus bas, comme ça. C'est très très rare d'avoir des adresses côte à côte et ça n'arrive jamais d'avoir des adresses en dessus. Si vous voulez ajouter le nom de votre service ou votre nom dans l'adresse de l'expéditeur, la règle qui va pour tous les noms propres et les noms de service, c'est qu'ils viennent en deuxième position. On a toujours en première position le nom de l'entreprise et en deuxième position les autres noms. Si je veux adresser ce courrier à la directrice, je rajoute son nom en deuxième position. Pour écrire une lettre commerciale, nous allons utiliser un traitement de texte à l'ordinateur et utiliser une police de caractères Arial ou Times New Roman en taille 12 ou 13. Voilà, comme ça. L'étape suivante est d'ajouter le lieu et la date. Alors, le lieu et la date se mettent en dessous de l'adresse du destinataire, alignée à l'adresse du destinataire, et on mettra d'abord le lieu, une virgule, et la date. Le lieu est toujours le lieu de l'expéditeur. Il manque encore deux éléments à cette zone des adresses. Le premier, c'est cette zone de référence. C'est là qu'on va indiquer un numéro de client, un numéro de dossier ou n'importe quel numéro ou indication qui fait du sens pour le destinataire. Ensuite, si on veut envoyer notre courrier d'une manière spécifique, par exemple en confidentiel ou en recommandé ou express, c'est au-dessus de l'adresse que l'on indiquera ce mode d'acheminement. Quand on envoie un courrier en recommandé, on doit l'indiquer très clairement dans l'adresse. On va le mettre en dessus, donc à l'endroit où on met les modes d'acheminement. Donc le mot recommandé doit figurer sur l'enveloppe en dessus de l'adresse. Sur l'enveloppe aussi devra figurer le nom de l'expéditeur et l'adresse de l'expéditeur. Mais recommandé, qu'est-ce que ça implique? Déjà, ça va coûter un petit peu plus cher qu'un courrier normal. Ensuite, on peut suivre l'envoi grâce au code barre. On peut aller sur Internet et suivre l'envoi. Et si l'envoi se perd, ou qu'il est endommagé, ou qu'il y a un quelconque problème sur le chemin, c'est la Poste qui prend en charge jusqu'à 500 francs. Et enfin, le destinataire va devoir confirmer par sa signature qu'il a bien reçu l'envoi. C'est les fameuses petites fiches jaunes qu'on a dans la boîte aux lettres quand on n'était pas là lorsque le facteur est passé. Dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'entreprises, le courrier est ouvert par la réception ou par un secrétariat, donc quel que soit le courrier, hein. Et si on veut que le courrier soit ouvert uniquement par la personne qu'on a citée dans l'adresse, alors on doit mentionner sur l'adresse personnelle ou confidentielle. Ça doit être mentionné clairement. Et ensuite, ça veut dire que personne d'autre que la personne citée n'a le droit d'ouvrir le courrier.
Et c'est la loi, c'est régi par la loi sur la confidentialité des données. Un courrier express, lui, eh ben, c'est quand on veut que le courrier aille vite, que le destinataire le reçoive le jour même ou le lendemain matin. Par contre, ça coûte beaucoup plus cher. En résumé, voilà ce à quoi il faut faire attention dans cette zone des adresses. En haut à gauche, l'adresse de l'expéditeur, celui qui envoie. En haut à droite, l'adresse du destinataire, la personne ou l'entreprise qui reçoit le courrier. En dessous, le lieu et la date. Et vous vous souvenez, le lieu est toujours le lieu de l'expéditeur. Si on a un mode d'acheminement spécifique, on l'indique au-dessus de l'adresse, au-dessus du nom de la société. Et si on a une référence spécifique, comme un numéro de client, on l'ajoute dans la zone référence. Donc on vérifie que les adresses sont à la bonne hauteur. On vérifie que les blocs sont alignés. La police qu'on utilise, c'est Arial ou Times New Roman, à la taille 12 ou 13. Dans cette zone du contenu du courrier, on va commencer par l'objet. L'objet est une zone importante, ça permet au destinataire de voir en un clin d'œil de quoi va parler votre lettre. On utilisera des mots-clés ou des phrases courtes. Ici, vous voyez dans l'exemple votre courrier du 12 avril, mais ça pourrait être commande, votre demande d'offre, demande de congé, réclamation, résiliation de contrat ou n'importe quoi d'autre. L'important, c'est que ce soit des mots-clés ou une phrase courte et que l'objet du courrier est toujours écrit en gras. On ne va pas mettre objet de point ni concerne, ça ce sont des choses un peu vieillottes qui ne s'utilisent plus. L'élément suivant est la formule d'appel ou le titre. Alors il y a deux cas de figure. Le premier, c'est on sait qui est le destinataire du courrier, on sait si c'est une femme ou un homme. Dans ce cas-là, on dira madame ou monsieur. Mais on ne met jamais le nom de la personne. Le nom de la personne est utilisé en correspondance anglaise ou allemande, mais jamais en correspondance française. On pourra mettre le titre, comme Madame la directrice, ou Monsieur le syndic. Ce qui est important, c'est qu'il y a toujours une majuscule et une virgule après. Dans le deuxième cas de figure, on ne sait pas si la personne qui traitera notre courrier est un homme ou une femme, ou alors on a dans l'adresse un nom comme Claude ou Dominique sans monsieur ou madame. Dans ce cas-là, on mettra madame, virgule, monsieur, virgule, ou mesdames, virgule, messieurs, virgule. Toujours des majuscules et toujours une virgule après chaque mot. Nous passons maintenant au cœur du message, c'est-à-dire au texte, au contenu. Ce contenu est partagé en trois parties. Une introduction qui va dire pourquoi est-ce que nous écrivons. Un développement qui va dire ce que nous demandons ou ce que nous annonçons, ce que nous réclamons ou l'information que nous donnons. Et enfin, une conclusion qui dira quelle suite donner à ce courrier. Un exemple. L'objet de la lettre, votre facture du 12 avril. Madame. Alors l'introduction. Ensuite un développement. Cette facture comporte une erreur. Nous avons commandé 80 litres de jus de pomme et nous en avons reçu 50, comme le confirment les bulletins de commande et de livraison joints à ce courrier. Et enfin, la conclusion. Nous vous remercions de bien vouloir effectuer les corrections et de nous faire parvenir une nouvelle facture. Voyez, pas besoin que ce soit très long, mais il faut une petite introduction, un développement ou un cœur du message et une conclusion. Quelques règles à respecter dans un courrier professionnel. La première est qu'on parle en nous. On ne parle pas en je, mais en nous parce que l'on parle au nom de l'entreprise. Deuxième règle, l'orthographe et la grammaire doivent être impeccables.
Utilisez des phrases complètes mais pas trop longues. Donc il faut un sujet, un verbe, un objet, mais pas besoin de trop rallonger. Attention, on évite le langage SMS, les emojis, toutes les sortes de familiarité. On évite d'utiliser le on. On ne donne pas d'ordre, donc on ne va pas dire à notre interlocuteur répondez-nous, mais nous vous invitons à nous répondre, ce qui veut dire la même chose, mais en plus poli. Tout courrier commercial se termine par une formule de salutation. Dans le courrier qu'on a écrit avant, on met une salutation standard, classique. Dans l'attente de votre envoi, recevez, madame, nos meilleures salutations. Il y en a d'autres, hein. Voilà des exemples. Veuillez agréer, madame, nos meilleures salutations. Nous vous prions de croire, madame, en nos sentiments les meilleurs. Vous en trouverez encore d'autres sur Internet. Il suffit de chercher formule de salutation et vous en choisissez votre préféré et vous n'utilisez plus que celle-là. Ici, ce qui est important, c'est que la formule d'appel est reprise. Donc la même formule d'appel qu'il y a en haut de votre courrier, au début de votre lettre, sera réutilisée dans les salutations, exactement la même. Le dernier élément de cette zone du contenu est la signature. La signature comprend plusieurs éléments, dont deux sont obligatoires. Les éléments obligatoires sont le nom de l'entreprise et le prénom-nom de la personne qui signe le courrier. On peut ajouter la fonction et on va de toute façon laisser une place pour la signature manuscrite. Alors cette place peut être laissée au milieu ou dessous. Voilà, dans l'exemple, moi j'ai laissé une place au milieu pour une fois le courrier imprimé pour pouvoir signer au stylo à la plume. La dernière zone à regarder est la zone des annexes, qui se situe tout en bas à gauche. C'est un élément qui n'est pas obligatoire et qu'on va indiquer uniquement si on a des annexes, c'est-à-dire des documents qu'on va mettre avec le courrier. Comme par exemple une facture, un bulletin de versement, un contrat, une copie de quelque chose, etc. Si dans le cœur de mon message j'ai mentionné une annexe, je peux mettre en bas annexe mentionnée. Et voilà l'exemple. Voilà. En ce qui concerne la mise en page, voilà comment ça se passe. Dans la méthode des blocs alignés à droite, on va aligner le destinataire, le lieu, la date et la signature sur une même ligne. Donc ces trois éléments seront alignés, c'est-à-dire que les premières lettres de chaque élément seront à la même hauteur. Dans la méthode des blocs alignés à gauche, destinataire, lieu, date et signature vont se retrouver à gauche. Tout sur la même ligne. Ensuite, les interlignes. Donc l'espacement entre les blocs. Entre l'adresse du destinataire et le lieu et la date, on aura 5 fois l'interligne simple. Entre la date et l'objet, 4 fois l'interligne simple. Puis 3 fois entre l'objet et la formule d'appel. 2 fois entre le Madame, Monsieur et le début du texte. Entre chacun des paragraphes, on aura 2 interlignes simples. Et entre la formule de politesse et la signature, on aura au moins 2 interlignes ou plus. Les annexes seront de toute façon tout en bas de la page à gauche.